Il y a 3 semaines, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région de Valence en Espagne, faisant plus de 277 morts et des dizaines de disparus. Il s'agit de l'une des pires catastrophes naturelles ayant frappé le pourtour méditerranéen. Si de nombreuses défaillances ont été soulignées dans la gestion de la catastrophe, des alertes à la population et de l'activation des secours, ce phénomène climatique interroge également sur la capacité des villes méditerranéennes à faire face à ces intempéries. Comment adapter les villes à ces désastres climatiques qui s'annoncent de plus en plus nombreux? Qu'est-ce qui aurait pu être fait en amont à Valence pour limiter les dégâts? Élément de réponse avec Clément Gaillard, urbaniste spécialisé en design bioclimatique. Il est également fondateur du bureau d'études et de conseil Freyo, spécialisé dans le développement de stratégies d'adaptation. Valence avait déjà fait des aménagements, à la fin des années 50 où elle avait déplacé, le Rio Turia, donc un gros fleuve qui passait maintenant au sud de Valence, et l'intérêt, c'était justement de protéger le centre ancien de Valence. Sauf qu'en fait, en déplaçant cet axe vers le sud, Valence s'est urbanisée à la fois vers le nord et vers le sud. C'est des zones qui étaient essentiellement, agricoles, il y a 50 ans, et en fait, elles se sont urbanisées ces 50 dernières années. Donc vous augmentez en gros le contact entre des zones habitées par des populations humaines et des ouvrages hydrauliques qui, quand ils montent en charge et quand ils débordent, ils dépassent leur débit de conception, se retrouvent à créer des catastrophes. Les changements climatiques sont particulièrement rapides dans l'espace méditerranéen. Quelles sont les priorités aujourd'hui pour adapter ces villes aux aléas du climat? Alors à plus court terme, c'est justement de travailler plutôt sur la sensibilité à ces sujets, c'est-à-dire là, vous voyez, il y a eu un problème d'alerte, de prise en compte de ces alertes, j'ai vu des citations comme quoi certaines autorités disaient: «Oui, mais on n'est pas météorologue». En fait, c'est justement, il faut prendre conscience du fait qu'on vit dans un climat avec des aléas qui vont se multiplier, et il faut être capable d'adopter les bons gestes, les bons comportements dans le cas de ces événements. Donc normalement, l'alerte doit être transmise beaucoup plus rapidement, ça c'est la priorité, et ensuite il faut développer ce qu'on appelle une culture du risque. Typiquement, vous avez beaucoup, en France, d'exercices qui sont aujourd'hui faits sur les attentats, les choses comme ça, par exemple. Et en fait, c'est un peu le même principe dans les écoles ou dans les lycées. C'est travailler avec les collégiens, les lycéens ou les enfants aussi en école primaire, pour déjà leur apprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent agir, quels gestes ils doivent faire, et cetera. C'est aussi faire un travail de sensibilisation auprès des populations, c'est-à-dire que, il faut aussi arriver à expliquer, ce que peut être, un bassin versant, éventuellement c'est quoi le lit majeur d'un fleuve, et cetera. Donc il y a toute une forme de montée en compétences, en compréhension de ces sujets qu'il faut arriver à avoir, en fait. Pour faire face à ces inondations, faut-il par exemple reconstruire de nouveaux logements plus adaptés dans ces villes? C'est une bonne question. Le problème derrière, c'est que construire des logements neufs ou des bâtiments neufs ou des infrastructures neuves, c'est extrêmement polluant. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 m² de logement, c'est entre 600 et 700 kilos de CO2. Vous faites, 10-15 m² de bâtiment, vous avez déjà fait l'empreinte carbone d'un Français sur un an. Donc on peut pas non plus se dire: «Bah, on va tout raser et tout recommencer», d'autant plus qu'on a des villes qui sont patrimoniales, donc qui ont des qualités et qu'on a envie de garder telles quelles. Donc il faut se débrouiller pour faire avec ce truc, et d'où justement ce sujet d'arriver à développer ces cultures climatiques, c'est-à-dire faire en sorte de dire que dans des bâtiments dont on sait qu'ils sont vulnérables, on peut les adapter à la marge. On va par exemple interdire les parkings souterrains, faire que des parkings silos, donc des parkings plutôt en hauteur. Donc on a cette chose-là de se dire qu'on est dans des villes qui sont déjà existantes, qui ont des qualités aussi patrimoniales, et cetera. Il faudra bien trouver à s'adapter, en jouant sur ce sur quoi on peut jouer, c'est-à-dire des petites choses. Ça va être des changements de matériaux, ça va être éventuellement des changements dans les traitements de sol, les matériaux, et cetera. Donc on a très largement utilisé, l'enrobé bitumeux, donc le bitume qu'on connaît tous, hein, celui qui fait les routes. C'est un matériau qui est pas cher et qui est, très abondant, qui demande peu d'entretien, sauf qu'il a le désavantage d'être, très imperméable. Si vous voulez, quand vous faites tomber de l'eau de là-dessus, une quantité importante d'eau va ruisseler, donc elle va pas s'infiltrer, et ça, c'est, si vous voulez, quand vous imaginez des milliers ou des dizaines de milliers de mètres carrés de parking, et ça, c'est autant d'eau qui va ruisseler vers des zones, potentiellement habitées, qui peuvent, voilà, créer des contraintes. Donc il faut faire en sorte d'avoir des revêtements plus poreux. Donc on va utiliser par exemple ce qu'on appelle des caillebotis ou des nids d'abeilles. C'est comme des structures, poreuses, qui permettent de supporter le poids d'une voiture, et en fait, il y a une quantité d'eau qui peut s'infiltrer aussi. Ça a cet intérêt. On va aussi essayer de privilégier les plantations, parce que en fait, quand vous avez des sols vivants, des sols plantés pour des arbres ou des plantes, et cetera, ou des gazons, l'intérêt, c'est que les racines vont creuser plein de petites galeries et ça va créer de la porosité dans le sol. Donc ça, on va mieux infiltrer l'eau. Le problème, c'est que voilà, ces revêtements-là ne font pas forcément des miracles, hein. On n'aurait pas pu éviter les inondations de Valence avec de tels revêtements. Par contre,
on peut ponctuellement améliorer les choses et au fur et à mesure, tout ce qu'on peut gagner est bon à prendre. Et alors concrètement, quels types d'aménagements peuvent d'ores et déjà être mis en place? Alors déjà, il faut aussi se dire qu'on peut habiter en zone inondable. Il y a plein de régions du monde qui sont habitées en zone inondable et par contre, il faut juste avoir un urbanisme et une architecture adaptée aux zones inondables. Donc ça veut dire déjà les rez-de-chaussée, il faut considérer qu'en zone inondable, un rez-de-chaussée, c'est pas un étage comme les autres, c'est un étage qui, en cas d'inondation, va prendre l'eau. Donc on le conçoit tel quel. La meilleure architecture pour ça, c'est construire sur des pilotis. Par exemple, des détails, mais on fait passer l'électricité sur le plafond. Comme ça, il n'y a pas de problème de coupure électrique si jamais le rez-de-chaussée est inondé. On se débrouille aussi pour rajouter plus de pilotis qu'il en faut, au cas où, je sais pas, il y a des débris qui viennent casser un des pilotis, ça évite que le bâtiment tombe. On met aussi ce qu'on appelle des déflecteurs, parce qu'en fait, une crue, elle charrie plein de débris, des arbres, des voitures, etc. Donc on fait en sorte de protéger les bâtiments. On essaie aussi de concevoir, par exemple, une rue ou un boulevard, du point de vue hydrologique, c'est aussi potentiellement un torrent. Donc on va lui donner un profil, une forme, par exemple une forme un peu de V comme ça, pour qu'elle canalise l'eau. Donc c'est en gros une manière de se dire qu'on est dans une zone qui peut potentiellement être inondée. Donc en fait, on va concevoir comme si on pouvait, entre guillemets, accueillir l'eau dans notre ville ou dans notre bâtiment, si vous voulez. Interrogé par Alexandra Sirgan, Clément Gaillard, urbaniste spécialisé dans l'adaptation climatique, était ce matin l'invité de Radio Vatican.